Alors, pour introduire cette séquence, nous avons demandé à Patrice Flichy de venir nous faire part de son expérience et de ses réflexions. Patrice Flichy est sociologue, il est professeur émérite de sociologie et il est spécialiste de l'histoire d'Internet et des évolutions apportées par le travail numérique. Alors, je dois dire qu'il n'a pas, il le dira lui-même, il n'a pas travaillé spécifiquement les questions agricoles. Et pour lui, le fait de venir aujourd'hui dans une assemblée agricole a représenté en quelque sorte un petit défi. Je crois que ça l'a beaucoup intéressé. Je crois que ça l'a aussi un petit peu amusé. Enfin, je l'espère en tout cas. Il intervient aujourd'hui pour nous dire comment le numérique a contribué à changer le travail d'une façon générale. Patrice Flichy, je vous laisse la parole pour 15 minutes. Merci. Alors, merci effectivement de m'avoir invité à cette journée d'études sur un monde que j'ignore complètement, le monde agricole. Et je dois dire qu'en vous écoutant ce matin, je me suis aperçu, ce qui n'est pas complètement étonnant, que finalement, le travail dans le monde agricole a un certain nombre de points communs, évidemment, avec le travail dans le restant des autres activités. Donc, effectivement, je suis spécialiste des questions du travail et de ses rapports avec le numérique. Il me semble que pour démarrer, c'est important de ne pas parler que du numérique, de se rappeler que le monde existe en dehors du numérique et que les formes du travail se transforment profondément. Donc, ça sera ça le premier point de mon intervention, l'évolution du rapport au travail, et ensuite, dans un deuxième temps, je montrerai les apports du numérique dans ce domaine. Alors, quand on regarde la transformation du travail, ce qui me frappe au numéro 1, c'est que les salariés manifestent une profonde volonté d'autonomie. Je m'appuyais sur une enquête intéressante réalisée par la CFDT il y a 2 ans qui s'appelle « Parlons travail » et je vous cite juste quelques résultats. Les premiers sont liés à la hiérarchie. Finalement, la majorité des salariés aujourd'hui considèrent que la hiérarchie est totalement inutile. Quand on demande aux gens « est-ce que vous pourriez travailler sans chef ?» Eh bien, 25% disent « je travaillerais mieux sans chef » et près des deux tiers estiment que ça ne change rien. De même, 4 salariés sur 10 estiment qu'ils passent plus de temps à rendre des comptes qu'à travailler. Alors, dans le monde agricole, c'est peut-être pas rendre des comptes, c'est peut-être remplir de multiples dossiers administratifs pour l'Europe ou que sais-je. Mais donc, toute cette paperasserie devient envahissante. Et les salariés manifestent également une profonde volonté de mobilité. J'ai été très étonné de voir que plus de 60% d'entre eux souhaitent changer de travail et un gros tiers voudraient créer leur propre entreprise. Et quand on interroge les plus jeunes, eh bien, une partie importante d'entre eux pense que finalement, la situation stable où on rentrait, disons, au PTT à 15 ans et on en sortait à 65, eh bien, cette situation est terminée et qu'ils auront de plus en plus des situations de travail instables. Alors, cette volonté d'autonomie, elle est évidemment beaucoup plus grande chez les freelances. Et on s'aperçoit que si les 3/4 des salariés souhaitent plus d'autonomie, évidemment, les indépendants, eh bien, exceptionnellement, pensent manquer d'autonomie. L'autre chose qui apparaît dans cette enquête, c'est que une très grande majorité de salariés sont satisfaits de leur vie professionnelle, mais que, évidemment, enfin, pas évidemment, que les indépendants sont encore plus satisfaits. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le numérique? Le numérique donne une possibilité à tous ces souhaits des travailleurs de penser, d'imaginer le travail différemment.
Alors, le numérique s'inscrit dans cette tradition que vous connaissez, la tradition des logiciels libres, qui est donc une tradition de coopération extrêmement ouverte et qui a été reprise dans les communautés d'amateurs, qu'on appelle parfois les Fab Labs, ou dans ce monde des makers, qui sont effectivement, qui reprennent cette tradition, mais dans le domaine d'objets concrets et pas de logiciels. Et donc, il y a une volonté des travailleurs de s'engager différemment dans l'activité, et je note 5 points qui se manifestent dans ces enquêtes. La première, c'est de réaliser ce qu'on peut appeler un travail complet, c'est-à-dire de ne plus être sujet à la division du travail. Deuxième élément qui ressort dans cette utopie finalement d'une autre forme de travail, c'est le plaisir de faire. Troisièmement, de pouvoir organiser librement des coopérations à travers des dispositifs de coworking, à travers les réseaux sociaux dont on va parler, d'avoir un mode de production plus ouvert et, disons, dans lequel le marchand et le non-marchand ne s'opposent pas, mais peuvent s'articuler. Alors, c'est effectivement dans cette tradition que s'inscrit le numérique, et c'est le point dont nous allons parler maintenant. Alors, le numérique permet effectivement peut permettre de faire ce travail complet. J'en prendrai un exemple intéressant, ce sont des développeurs informatiques qui participent à ces sortes de concours qu'on appelle les hackathons, où il faut, en l'espace d'un week-end, faire la maquette d'un logiciel. Et quand on les interroge, finalement, ils disent ce qui nous passionne dans ces moments un peu de compétition que sont les hackathons, c'est qu'enfin, on peut réaliser un logiciel de façon complète. Deuxième thème qui séduit, et là on est tout à fait dans le thème de l'économie collaborative, c'est le fait de choisir son travail. Par exemple, la communauté OpenStreetMap, qui est une communauté qui fait de la cartographie libre, un petit peu comme Wikipédia, si vous voulez. Eh bien, sur Wikipédia, quand vous rédigez un article, vous choisissez l'article que vous voulez rédiger. Donc, dans ce que j'appelle ce travail ouvert, qui sont ces nouvelles formes de travail, on assiste à des échanges très importants de compétences à travers les réseaux sociaux. Et YouTube est probablement, je dirais, le premier lieu d'enseignement. Et je voudrais vous citer 4 exemples pour vous montrer la diversité des savoirs et compétences qu'on peut acquérir sur YouTube. La première, c'est dans le domaine des loisirs. J'ai interviewé une personne, par exemple, qui ignorait tout de la pêche à la ligne et qui a appris sur YouTube à pêcher le bar, et c'est devenu un pêcheur bien sûr amateur, mais un excellent pêcheur amateur. Deuxième cas, c'est plus la question des loisirs, c'est la question du do-it-yourself, comment réaliser soi-même quelque chose qui est une activité professionnelle. Et là, je pense à des gens qui construisent eux-mêmes leur maison. Et j'ai interviewé une personne qui était kabyle et qui souhaitait construire sa maison en Kabylie. Vous savez sans doute, la Kabylie est une région sismique. Eh bien, il a appris sur YouTube comment réaliser une maison antisismique. Et effectivement, je vous conseille d'aller voir. Vous verrez qu'il y a toute une série de vidéos sur cette technique de construction particulière qui est la construction antisismique. Troisième voie d'échange de compétences, d'accès à des compétences, c'est des gens qui, sur les réseaux sociaux, peuvent acquérir une nouvelle professionnalisation. Et là, je pense à une autre personne qui était contrôleur de gestion, qui a voulu se reconvertir. C'était par ailleurs un bon dessinateur amateur. Eh bien,
c'est grâce aux réseaux sociaux qu'il est devenu auteur de bande dessinée, reconnu aujourd'hui, et parce qu'il a pu échanger sur les réseaux sociaux avec des dessinateurs professionnels qui petit à petit l'ont aidé à développer ces nouvelles compétences. Quatrième exemple, c'est des enquêtes que je réalise actuellement dans le domaine médical. Voilà une profession par des définitions fermées qui est la profession médicale. Eh bien, on s'aperçoit que les échanges de compétences, là aussi, se font de plus en plus par les réseaux sociaux. J'ai interviewé l'autre jour un dentiste qui fait partie d'une petite communauté sur Facebook et qui m'expliquait qu'il n'allait plus dans des congrès, dans des réunions comme la nôtre aujourd'hui, eh bien, que ça simplement, tous les jours, il se connectait sur son groupe Facebook et que c'est sur ce groupe qu'il pouvait acquérir des compétences nouvelles. Alors, c'est des dispositifs, nouveaux dispositifs de travail, hein, s'appuient sur le numérique qui offre un certain nombre d'outils possibles pour l'autoproduction. Il s'appuie aussi sur les plateformes, hein, des plateformes qui finalement ont 4 caractéristiques, me semble-t-il. Ils permettent une démocratisation de l'échange, c'est-à-dire permettent à des gens qui n'ont pas accès au marché d'y avoir accès. Une démocratisation des jugements, puisque sur ces plateformes, hein, pensez aux plateformes où on juge les restaurants, les hôtels, hein, eh bien, on peut exprimer son jugement sur des activités commerciales. Ces plateformes hiérarchisent, hein, ces offres et ces jugements. Et enfin, elles permettent de court-circuiter des professions, ce qui est évidemment une source de débat important. Pensons aux chauffeurs de VTC par rapport aux chauffeurs de taxi, par exemple. Ces plateformes, si effectivement ce sont des outils de démocratisation, ce sont aussi des outils de domination très puissants. Elles imposent leurs règles, elles rendent dépendants les indépendants. Pensons aux chauffeurs Uber, soi-disant ils sont indépendants, mais ils dépendent totalement de la plateforme. Ils dépendent notamment d'algorithmes opaques qui organisent l'articulation entre l'offre et la demande et fixent leur rémunération. Juste un exemple pour vous comprenez bien le rôle de ces algorithmes. En principe, un algorithme de chauffeur de VTC, c'est très simple, ça doit rapprocher une offre et une demande en fonction de la distance entre l'offreur et le demandeur. Mais en fait, sans que la plateforme le dise, elle utilise d'autres critères, par exemple la marque de la voiture. Si vous êtes chauffeur VTC, si vous avez une belle Mercedes noire, vous avez plus de chances de trouver des clients. Alors, là, on est dans une source de tension très forte, hein, et comment ces travailleurs peuvent construire un rapport plus égalitaire? Eh bien, ils peuvent travailler sur plusieurs plateformes, ils peuvent aussi construire des modèles plus coopératifs. Et il y a là manifestement un domaine où la régulation publique devra intervenir, mais également, je crois, un nouveau domaine de l'activité syndicale. On s'aperçoit qu'un certain nombre d'organisations syndicales, de plus en plus, souhaitent intervenir dans ce domaine. Alors, je crois qu'on arrive un petit peu à la fin de cette intervention, donc je voudrais conclure, hein, en vous disant que il faut étudier le travail, hein, comme un engagement dans l'activité, et incontestablement, ces outils numériques facilitent cette construction de soi, cet auto-entrepreneuriat, mais en même temps, le numérique a une autre face. Hein. Je crois que c'est important d'avoir en tête, hein, cette deuxième face du numérique face au travail.
le numérique, c'est aussi des instruments de contrôle, des big data, et l'informatique et le numérique ont constamment deux faces. Une face de nouveaux modes d'engagement, une phase de démocratisation de l'activité et une phase de contrôle et d'aliénation plus grande. Je vous remercie. Merci, Patrice Flichy. Vous allez voir, vous avez dit au départ que vous connaissiez pas bien l'agriculture, mais vous allez voir que vos propos résonnent tout à fait dans ce qui va suivre, dans la capacité d'Internet pour apprendre des choses, ne serait-ce qu'avec l'intervenant qui va vous succéder, ou dans les débats que l'on va avoir sur comment on apprend des échanges avec nos propres collègues.